Imaginez, vous êtes un chevalier anglais, votre armure pèse 30 kilos, vous êtes monté sur un cheval de guerre valant une fortune, autour de vous, des centaines de cavaliers bardés de fer. Vous êtes invincible. Vous le savez. Tout le monde le sait. Et dans exactement 1 heure, vous allez mourir noyé dans 50 cm d'eau. 11 septembre 1297. Écosse. Une rivière qu'on appelle la Forth. Un pont en bois. Et la plus grande catastrophe militaire que l'Angleterre médiévale ait jamais connue. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter comment des Écossais courageux ont gagné une guerre. Non, je vais vous montrer comment un génie tactique a transformé un pont en machine à tuer. Comment la géographie elle-même est devenue une arme. Comment 2000 hommes ont massacré 5000 soldats d'élite sans leur laisser la moindre chance. Bienvenue dans l'enfer de Stirling. Revenons 6 mois en arrière. L'Écosse vient d'être humiliée comme jamais. Le roi anglais Édouard Ier, qu'on surnomme le marteau des Écossais, a littéralement effacé le pays de la carte. Il a capturé le roi écossais, Jean Balliol, et l'a déshabillé en public pour lui arracher ses insignes royaux. Imaginez l'humiliation. Un roi traité comme un criminel devant toute sa cour. Mais ce n'est pas tout. Édouard a volé la pierre du destin, ce bloc de grès sur lequel les rois écossais sont couronnés depuis des siècles. Il l'a emporté à Londres comme un trophée de chasse. Le message est clair, l'Écosse n'existe plus. C'est désormais une province anglaise. Point final. Les nobles écossais, terrorisés, signent des serments d'allégeance. Ils abandonnent, ils trahissent, ils se couchent. L'aristocratie a capitulé. Mais voilà le truc avec les empires arrogants. Ils oublient toujours les petites gens. Dans les Highlands au nord, un jeune noble nommé Andrew Murray refuse de plier. Il s'échappe de prison et commence à reprendre les châteaux anglais un par un, méthodiquement, silencieusement. Dans le sud, un autre homme émerge, William Wallace, un colosse. Un tueur, il assassine le shérif anglais de Lanark et lève une armée de paysans enragés. Murray est le stratège, Wallace est le brasier. Et quand ces deux flammes se rencontrent, l'Écosse s'embrase. Les Anglais ne sont pas inquiets. Pourquoi le seraient-ils? Ce ne sont que des brigands, des paysans mal équipés avec des lances en bois. Face à la cavalerie lourde anglaise, la machine de guerre la plus sophistiquée d'Europe, ces rebelles n'ont aucune chance. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Septembre 1297. Le comte de Surrey, John de Warenne, reçoit l'ordre de marcher vers le nord pour écraser cette rébellion gênante. C'est un vétéran. Il a déjà gagné des guerres. Mais il est vieux, fatigué, et franchement, il n'a aucune envie d'être là. Avec lui voyage Hugh de Cressingham, le trésorier royal en Écosse. Un homme d'église obèse que tout le monde déteste. Même les Anglais le méprisent. Cressingham ne pense qu'à une chose, l'argent. Cette campagne coûte cher. Il faut en finir rapidement pour économiser la solde des troupes. Voilà les deux hommes qui vont affronter Wallace et Murray. Un vieillard sans motivation et un comptable cupide. Face à deux guerriers assoiffés de vengeance qui défendent leur terre natale. Devinez qui a l'avantage psychologique. L'armée anglaise arrive devant Stirling début septembre. Et là, ils découvrent le problème. La ville se trouve de l'autre côté de la rivière Forth. Et il n'y a qu'un seul moyen de traverser. Un pont en bois. Un pont ridiculement étroit. Si étroit que deux cavaliers peuvent à peine y passer côte à côte. Richard Lundy, un chevalier écossais qui s'est rallié aux Anglais, voit immédiatement le danger. Il supplie Surrey. « Monseigneur, ne traversez pas par là. C'est de la folie pure. Si nous engageons nos hommes sur ce pont, nous sommes des hommes morts. Il existe un gué en amont. Plus large, plus sûr. Nous pouvons contourner l'ennemi. C'est du bon sens militaire de base. N'importe quel commandant sain d'esprit écouterait ce conseil. Mais Cressingham explose. Un détour? Vous plaisantez? Cela rallongerait la marche de plusieurs heures. Pensez au coût. Nous gaspillons déjà assez l'argent du roi. Surrey, épuisé par les disputes, cède. Il ordonne la traversée du pont étroit. À ce moment précis, la défaite anglaise est scellée. Ils viennent de s'engouffrer dans le piège. Pendant ce temps, sur les hauteurs d'Abbey Craig, Wallace et Murray observent. De leur position surélevée, ils voient tout. Le pont, la rivière qui forme une boucle serrée, la prairie marécageuse de l'autre côté, coincée entre l'eau. Murray, le tacticien, sourit. Il comprend la géométrie mortelle de ce lieu. Ils vont traverser ce pont.
Et quand ils seront de l'autre côté, ils seront piégés dans cette boucle de la rivière. Le dos à l'eau, pas d'espace pour manœuvrer, pas de retraite possible. Wallace hoche la tête. Combien devons-nous laisser passer? Assez pour que cela vaille la peine de les tuer. Mais pas trop, sinon ils nous submergeront par le nombre. Nous attendons le moment parfait. Leurs hommes sont disposés en formation compacte qu'on appelle des schiltrons, des cercles hérissés de lances de 4 mètres de long. C'est une tactique défensive brutalement efficace contre la cavalerie. Si les rangs tiennent, les chevaux ne peuvent pas les briser. Ils s'empalent sur un mur de fer. Mais tout repose sur la discipline. Si un seul homme panique et rompt la formation, c'est l'effondrement total. Wallace passe parmi ses troupes. Des fermiers, des artisans, des hommes qui n'ont jamais combattu dans une vraie guerre. Il leur parle « Vous voyez ces chevaliers en bas? Dans leur armure étincelante? Ils pensent que vous êtes de la vermine, ils pensent que vous allez fuir. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Restez groupés, ne bougez pas, et nous écrirons l'histoire aujourd'hui. » Les hommes sont terrifiés. Mais ils restent. Le matin du 11 septembre, la tragédie commence comme une comédie. À l'aube, les fantassins anglais commencent à traverser le pont. Ils progressent lentement, prudemment. Mais soudain, des trompettes sonnent le rappel. Tout le monde doit revenir. Pourquoi? Parce que le comte de Surrey dormait encore. Il n'avait pas donné l'ordre officiel de traverser. Les soldats anglais font demi-tour, confus et frustrés. Sur la colline, les Écossais regardent cette farce avec incrédulité. L'ennemi est si arrogant qu'il ne peut même pas se réveiller à temps. 2 heures plus tard, Surrey émerge enfin de sa tente. La vraie traversée commence. Les bannières se déploient. Les armures brillent sous le soleil. Les trompettes sonnent. C'est un spectacle magnifique et terrifiant. Cressingham, dans sa vanité, veut être à l'avant-garde. Il traverse le pont à cheval, impatient d'en finir. 2 par 2, 3 par 3. Les chevaliers traversent, c'est d'une lenteur insupportable. Chaque minute semble durer une éternité. De l'autre côté, sur la rive nord, les soldats s'entassent dans la prairie marécageuse. Ils essaient de se déployer, mais l'espace est trop restreint. Ils sont coincés, comprimés, incapables de former des lignes de combat cohérentes. Sur Abbey Craig, Wallace compte. Murray calcule. Ils attendent le moment exact. 1000 hommes ont traversé. Trop peu. Ils continuent d'attendre. 1500. Presque. 2000. Une centaine de chevaliers. C'est maintenant. Murray lève la main. Puis la baisse brutalement. Le corps de guerre écossais déchire l'air. Ce qui suit n'est pas une charge désordonnée. C'est une précision chirurgicale. Les schiltrons écossais dévalent la pente d'Abbey Craig en formation serrée. Ils ne courent pas vers le centre de l'armée anglaise. Non, ils visent le pont. Leur objectif, couper l'accès, isoler ceux qui ont traversé, les condamner. Les Anglais voient cette avalanche de lances descendre sur eux et réalisent enfin le danger. Les chevaliers tentent de charger. Leurs destriers s'élancent. Mais le terrain marécageux absorbe toute leur puissance. Les sabots s'enfoncent dans la boue. Les chevaux ralentissent, perdent l'équilibre. Certains s'effondrent. La charge, qui aurait dû être dévastatrice, devient pathétique. Les schiltrons percutent le flanc anglais avec la force d'un marteau. Le bruit est assourdissant. Des lances se brisent. Des hommes hurlent. Des chevaux hennissent de terreur. Et surtout, les Écossais atteignent le pont. Ils en prennent le contrôle côté nord. La retraite est coupée. Sur la rive sud, Surrey regarde avec horreur. Son avant-garde est piégée. 2000 de ses meilleurs hommes sont coincés de l'autre côté, encerclés, le dos à la rivière. Et il ne peut rien faire. Le pont est bloqué par le chaos et les cadavres. Ce qui se passe ensuite n'est plus un combat. C'est un abattoir. Les Écossais resserrent l'étau. Ils repoussent les Anglais vers l'eau. La panique explose. Des chevaliers en armure complète essaient de fuir en plongeant dans la forte. Mais leur côte de mailles les entraîne vers le fond comme des ancres. Ils se noient en se débattant, incapables de nager. D'autres sont piétinés par leurs propres camarades dans la bousculade. L'infanterie anglaise, écrasée contre la berge, est massacrée méthodiquement. Les Écossais avancent avec des haches et des lances, tuant tout sur leur passage. Hugh de Cressingham, le trésorier obèse, est jeté à bas de son cheval. Il tente de ramper dans la boue, mais les soldats écossais le rattrapent. Ils se souviennent de ses taxes écrasantes, de son arrogance, de son mépris. Ils le tuent sans pitié. La rivière Forth
vire au rouge. Littéralement, l'eau charrie des centaines de cadavres. Le courant les emporte vers l'estuaire, transformant la rivière en fleuve de sang. En 1 heure, c'est terminé. 2000 soldats anglais sont morts. Une centaine de chevaliers d'élite, l'orgueil de l'aristocratie anglaise, ont disparu, anéantissent. Sur la rive sud, Surrey prend la décision la plus honteuse de sa carrière. Il ordonne de détruire le pont pour empêcher les Écossais de le poursuivre. Puis il fuit. Il abandonne ses garnisons isolées à travers l'Écosse et galope vers Berwick comme un lâche. Le vainqueur de Dunbar s'enfuit devant une armée de paysans. Le lendemain matin, le silence règne sur Stirling. Un silence rompu seulement par les gémissements des mourants et le croassement des corbeaux. Les Écossais parcourent le champ de carnage. Ils récupèrent les armures, les armes, les chevaux, un trésor de guerre inestimable qui leur permettra de continuer le combat pendant des mois. Mais ils réservent un traitement spécial au corps de Cressingham. Les soldats écossais, enragés par des années d'oppression, écorchent sa peau. La légende dit que Wallace s'en fit une ceinture pour son épée. Vrai ou faux, peu importe. Le message est clair. Vous nous avez traités comme des bêtes. Maintenant vous découvrez ce que les bêtes peuvent faire. Mais la victoire a un prix terrible. Andrew Murray, le cerveau tactique de cette opération, a été grièvement blessé dans la mêlée. Il survivra quelques semaines, assez longtemps pour voir l'Écosse se libérer. Puis il mourra de ses blessures. Wallace restera seul. Et sans Murray pour le guider politiquement, il commettra des erreurs qui le mèneront finalement à la défaite et à l'exécution. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que Stirling Bridge nous apprend? Premièrement, l'arrogance tue. Les Anglais avaient la supériorité numérique, l'équipement supérieur, l'expérience supérieure. Et ils ont quand même perdu parce qu'ils méprisaient leur ennemi. Deuxièmement, le terrain est une arme. Wallace et Murray n'ont pas gagné grâce à la force brute. Ils ont gagné parce qu'ils ont transformé la géographie en piège mortel. Ils ont utilisé la rivière, le pont étroit, la prairie marécageuse. L'environnement lui-même est devenu leur allié. Troisièmement, la discipline bat la force. Les chevaliers anglais étaient individuellement plus forts, mieux armés, mieux entraînés. Mais les schiltrons écossais, en restant soudés, ont transformé des paysans en murs infranchissables. Et enfin, la leçon la plus importante. Un peuple qui refuse de mourir ne peut pas être conquis. L'Écosse aurait dû être anéantie. Sur le papier, c'était impossible qu'elle résiste. Mais Wallace et Murray ont prouvé qu'avec de la volonté, de l'intelligence et du courage, même le plus faible peut briser le plus fort. Aujourd'hui, un monument massif se dresse sur Abbey Craig. La tour Wallace. Haute de 67 mètres, elle regarde vers le sud, là d'où venait l'ennemi. Elle se dresse comme un doigt d'honneur éternel à tous ceux qui pensent que la puissance militaire suffit à écraser la volonté d'un peuple. La rivière Forth coule toujours, indifférente, vers la mer. Mais si vous y regardez de près, si vous écoutez le murmure de l'eau sur les pierres, vous pouvez presque entendre l'écho de cette journée terrible. Le fracas de l'acier, les cris des hommes, le hennissement des chevaux, le jour où l'Écosse a refusé de mourir, le jour où un pont en bois est devenu le tombeau d'un empire. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps. Si ce récit vous a éclairé sur notre histoire, abonnez-vous à Les Récits du Temps pour continuer à explorer les grands moments qui ont façonné le monde.